C'est l'heure du second débat de ce Sens Public qui tourne au cœur de cette question. Jusqu'où ira la vague nationaliste en Europe après la Pologne, la Hongrie ou encore l'Italie? La Slovaquie vient de placer en tête des législatives Robert Fico, un populiste pro-russe qui s'oppose à l'aide militaire en Ukraine. Avant de débattre sur les conséquences de ce nouvel équilibre sur l'issue de la guerre, Audrey Vetaz nous présente cet homme politique qui a déjà été Premier ministre et qui avait dû démissionner, c'était en 2018, après l'assassinat d'un journaliste d'investigation. Ce ne sont que quelques mots prononcés par Robert Fico après la victoire de son parti aux élections législatives slovaques. Quelques mots qui résument l'ensemble de sa campagne. La Slovaquie et ses habitants ont des problèmes plus importants à régler que l'Ukraine. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Il doit maintenant former une coalition. Mais le profil de Robert Fico inquiète en Europe et en Ukraine. Ex-premier ministre social-démocrate, évincé du pouvoir sur fond de corruption, il a fait cette fois-ci campagne sur des thématiques d'extrême droite. Pro-Poutine et populiste, l'allié de Viktor Orban pourrait briser l'unité européenne. Sur le soutien à l'Ukraine notamment, car Robert Fico a prévenu, la Slovaquie ne livrera pas d'armes supplémentaires à son voisin. Pour l'Union européenne, incontestablement, on a un renforcement, alors très relatif, vu le poids de la Slovaquie à l'échelle des 27. Néanmoins, il y a un renforcement de ce qu'on pourrait qualifier des forces politiques illibérales, de cette mouvance qui jusqu'ici est incarnée essentiellement par les gouvernements de Hongrie et de Pologne. Et cela pourrait ne pas s'arrêter là. En Pologne, justement, dans 2 semaines, des élections doivent déterminer si la droite nationaliste et ultra-conservatrice reste au pouvoir. Depuis 8 ans, elle est en conflit régulier avec l'Union européenne, qui l'a plusieurs fois sanctionnée pour ses entraves à l'indépendance de la justice et aux droits des personnes LGBT+. Une nouvelle victoire du PiS conforterait cette politique. Alors l'opposition se mobilise. Ici, plus d'1 million de personnes réunies dans les rues de Varsovie. Dans la foule, des drapeaux européens. Nous sommes tout proches de ne plus recevoir de fonds européens, de couper les contacts avec l'Europe et cela limite le développement de notre jeunesse et de tout le pays. Le renforcement des gouvernements illibéraux en Pologne, en Slovaquie et en Hongrie pourrait aussi mettre en porte-à-faux les ambitions écologiques de l'Europe, auxquelles ces pays s'opposent régulièrement. Tout de suite, notre second débat avec Sylvain Kahn. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po, auteur de ce livre « Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945 » qui est publié aux éditions Presse universitaire de France. Bienvenue à vous. Christine Dugouin-Clément, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes chercheuse associée à chaire Risque à l'Institut d'administration des entreprises Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheuse au Centre de recherche de l'École des officiers de la Gendarmerie nationale. Bienvenue à vous. Richard Verly, bonsoir et bonsoir, bienvenue. Thomas. Vous êtes correspondant France-Europe pour le média suisse Blick et Guillaume Darret est resté à mes côtés, éditorialiste politique. Quand on est bien, on reste. J'espère bien. Remarquez, ça m'aurait manqué quand même, bien si sûr. vous n'êtes pas là pour ce second débat. On va commencer peut-être par rappeler que Robert, alors je crois qu'on prononce Fico. Ouais. Bon, on va essayer de le dire comme ça. Robert Fico, il doit former une coalition. Sa politique, elle va évidemment dépendre de cette coalition. À quel point quand même il est opposé aux livraisons d'armes à l'Ukraine? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça pour commencer, Sylvain? Ce qu'on peut dire de ça, c'est qu'il a dit durant sa campagne, pas forcément qu'il était opposé sur le principe, mais qu'il fallait d'abord s'occuper des Slovaques et de ses compatriotes. Et par ailleurs, c'est un peu un revenant. Hein. Oui. C'est vraiment un revenant parce que... On croyait qu'il était mort politiquement. On croyait qu'il était mort politiquement et il y avait une raison, enfin je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais enfin il y avait une raison très, très importante à cette mort politique, c'est qu'il était quand même... Il a démissionné lorsqu'il était Premier ministre, en 2018, si je me souviens bien, parce qu'il était soupçonné d'avoir quand même été trempé dans le meurtre de 2 journalistes qui étaient en train de sortir un article manifestement très important sur la collusion qui pouvait exister entre certaines sphères gouvernementales et la mafia, une des 4 mafias italiennes, la Calabrese, je crois. Bon, donc on pensait que ça l'avait tué politiquement. Il a déjà été Premier ministre 3 fois, si je ne m'abuse. Et donc, il a viré progressivement, de ce point de vue-là, il est un peu comparable à Orban en Hongrie, de plus en plus populiste, même si son parti, le Smer-SD, est toujours membre du groupe parlementaire au Parlement européen des socialistes et des démocrates. Voilà. Bon, donc tout ça pour dire que les gens qui connaissent très bien la vie politique slovaque considèrent que
Il y a ce qu'il a dit en campagne, évidemment. Il ne va pas faire le contraire de ce qu'il a dit, mais en fonction de la coalition qu'il va réussir à mettre sur pied, il n'a, entre guillemets, que 23% des voix. Il ne peut absolument pas gouverner seul. Il mettra plus ou moins de l'eau dans son vin, et son vin sera-t-il rouge ou blanc? Voilà. Mais donc oui, en tous les cas, il est clair que comparé au gouvernement sortant et comparé à la présidente de Slovaquie, qui est une autorité morale, il est beaucoup plus prudent sur le soutien à l'Ukraine et beaucoup moins allant sur la condamnation de la Russie. Christine Dubin-Clément, qu'est-ce qu'il partage avec Vladimir Poutine, Robert Fico, des valeurs, une espèce de fascination pour l'homme fort, la conviction que, je sais pas, l'Europe devient décadente. Comment vous définiriez ça? Alors, il y a plusieurs choses et il y a des... alors, je pense que sous votre autorité, en ce qui concerne la politique slovaque précisément, mais ce que vous allez retrouver sur beaucoup de partis radicaux qui ont un penchant ou, on va dire, une sympathie pour la Russie, sont des... motif de repli en règle générale nationaliste, si vous voulez, que l'on va retrouver avec un système de protection, une vision souvent teintée d'une forme de mythologie qui est plus forcément réaliste avec la Russie que l'on va avoir, alors le retour du pouvoir fort, etc. Ce sont des choses que vous allez retrouver, plus, dans certains cas, des liens purement économiques de financement ou de facilité de financement. Donc vous avez les deux volets, si vous voulez, que l'on va pouvoir retrouver. Et puis derrière, il y a des narratifs qui peuvent être poussés et qui peuvent être repris et qui peuvent être séduisants pour certains partis radicaux. Alors, ça peut être paradoxal, la question que je vais vous poser, Richard Verdi, parce que c'est un processus démocratique qui le ramène au pouvoir. Mais est-ce que son retour au pouvoir est une mauvaise nouvelle pour la démocratie? Oui. Notamment à cause de ce que vient de dire Sylvain. Vous savez, le cas de ce journaliste qui a été assassiné s'appelait Jan Kuciak. Moi, je le connais très bien parce qu'il était employé par le même groupe de presse que moi. C'est le groupe de presse suisse Ringier qui a des actifs dans un certain nombre de pays d'Europe centrale, notamment en Slovaquie. Il travaillait pour un journal en ligne d'investigation. Moi, je le connaissais, j'avais tenu des réunions avec lui. C'est sa compagne qui a été tuée avec lui. Elle n'était pas vraiment journaliste, mais effectivement, il y a eu 2 morts. Et de facto, comment dirais-je, Fico, son implication dans ce crime, il n'a pas du tout été blanchi. Les soupçons demeurent que son entourage et que des oligarques avec lesquels il était en contact ont commandité ce meurtre. Et le plus grave, c'est que l'oligarque en question, celui que la police avait identifié comme étant le potentiel responsable, a lui été exonéré par la justice. La justice slovaque l'a relaxé et elle n'a condamné qu'une femme qui aurait prêté assistance à ce meurtre. Donc le mal est profond. Robert Fico est quand même dans cette, je ne sais pas si on peut employer le mot pieuvre, mais dans le cas de la Slovaquie, on peut quand même l'avoir en tête. Et donc oui, il tient des rouages au sein de l'État, des rouages parallèles, et il peut, au-delà de son score de 23%, je dirais, tirer un certain nombre de ficelles particulièrement nauséabondes ou dangereuses. Sylvain Kahn, personne ici ne peut dire si sa campagne a été financée par une partie d'argent, etc. Donc on ne va pas aller sur ce terrain, mais peut-être sur un peu la même question sur le terrain des valeurs entre un Poutine et un Fico. Qu'est-ce qu'il y a de commun, d'après vous ? Disons, pour autant que je l'ai compris, Fico et encore une fois son parti, le Smer-SD, qui encore une fois fait partie de l'Eurogroupe parlementaire. Complexité de l'analyse, quoi. De gauche, c'est ça qui m'a marqué quand vous l'avez expliqué. Oui, voilà. Bon, alors, non mais je dis ça pour dire 2 choses. C'est-à-dire qu'à la fois, on pourrait se dire, donc, est-ce qu'il va être exclu un jour ou l'autre, ou bien au contraire, est-ce que ça le tient? Ça veut dire, est-ce que, du coup, voilà, il dit certaines choses sur sa scène nationale et au Parlement européen ou sur la scène européenne, notamment au Conseil européen, s'il revient chef de gouvernement, il peut en dire d'autres. Voilà, bon. Alors... sur les valeurs. Sur les valeurs, oui, il s'inscrit, effectivement, dans, on va dire, un double courant... Je ne sais pas si c'est un courant de pensée, mais enfin, en tout cas, une double doctrine, on va dire, qui est présente un peu partout en Europe en ce moment, minoritaire, à peu près partout, et puis de temps en temps qui est majoritaire. Ça arrive, comme en ce moment en Italie, comme en Hongrie depuis 2010, qui est que, d'une part, on considère dans ce type de courant qu'un certain nombre d'évolutions qu'on appelle sociétales, comme, disons, pour résumer, voilà, le pluralisme,
d'accord, que ça soit dans le domaine de l'orientation sexuelle, dans le domaine des origines culturelles, dans le domaine, du brassage migratoire et des flux de population, mais également dans le domaine de la vie politique, le pluralisme est regardé au minimum avec méfiance et n'est pas considéré comme la panacée. Donc ça veut dire que concrètement, les personnes LGBTQ, on s'en méfie, on n'est pas sûr que ça soit bien pour l'ensemble de la société. On pense que la liberté de la presse, c'est quand même, ça peut être problématique, que l'indépendance de la justice, ça peut être problématique. On revient sur le droit à l'avortement. Alors maintenant, qu'est-ce que très concrètement un gouvernement Fico, et encore une fois, c'est pas sûr. Oui, j'ai commencé comme ça. Voilà, qu'il arrive à devenir Premier ministre. Ouais. Qu'est-ce que concrètement lui ferait dans ces différents domaines? C'est trop tôt pour le dire s'il revient au pouvoir. Mais en tout cas, il s'inscrit... C'est comme ça qu'il a fait campagne, sur le rejet ou la méfiance vis-à-vis du pluralisme qui est censé caractériser les démocraties libérales, qui sont censées être de telle façon pour pouvoir entrer dans l'UE. Voilà. Alors, et si on a fait ce débat aussi, c'est parce qu'il y a cette dimension ou cette menace, je ne sais pas quel terme employer, qui pèse sur les livraisons d'armes à l'Ukraine. On parlera aussi des États-Unis dans un instant. Mais l'élection et l'hypothèse de l'arrivée au pouvoir de Robert Fico aura sans doute des conséquences sur les livraisons d'armes en Ukraine. En tout cas, c'est ce que nous dit ce politologue slovaque. Écoutons-le. Fico était de facto le leader politique du mouvement anti-vax et anti-masque dans ce pays pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, il est l'un des hommes politiques les plus pro-russes, qui utilise le sentiment pro-russe traditionnel d'une partie de notre population. Il promet beaucoup de choses, entre autres une revanche politique, des purges personnelles et une administration d'État qui bloque de facto le mécanisme de l'État de droit. Mais je pense que la chose la plus sérieuse est sa promesse d'arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine. Christine Dugouin-Clément, ça pourrait avoir quelles conséquences ? Je ne sais pas si la Slovaquie est un pays qui donne beaucoup d'armes à l'Ukraine, mais ce sentiment-là d'une Union européenne dont l'unanimisme se délite face à cet enjeu. Alors, il y a plusieurs choses. Au-delà de l'aspect purement matériel de la capacité de fourniture d'armes de la Slovaquie à l'Ukraine, vous avez un symbole qui serait assez fort à partir du moment où vous auriez un des États membres qui prendrait une position qui serait extrêmement différente d'arrêter les livraisons d'armes, alors que depuis le début de l'invasion lancée par la Russie à grande échelle, donc en février 2022, il y a eu une réaction assez rapide et extrêmement unanime de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, vous seriez dans un premier coin dans cette unité qui a été remarquée et remarquable d'ailleurs, il faut le dire. C'est aussi pour ça que les déclarations de la Pologne qui avaient été sur ce point, qui étaient revenues, et là aussi elles sont intervenues, rappelons-le, juste avant un agenda politique national, donc on a d'autres raisons qui sous-tendent beaucoup de déclarations, eh bien vous risquez de mettre un coin, et là vous allez faire le jeu d'une approche, alors initialement qu'on appelait les 4D et qu'on appelle maintenant les 5D, parce qu'on a rajouté un autre D, qui est l'approche de la propagande qui avait été théorisée notamment par Ben Nimo et qui vous explique que vous allez tenter de rejeter, de distraire, alors je vous donne la traduction française, rejeter, distraire, décourager et diviser notamment. Sur les différents éléments qui sont en opposition à votre approche et que ça caractériserait assez fortement l'approche de la Russie. Donc ce qui veut dire que notamment vous allez rejeter des éléments qui ne sont pas à votre avantage, alors en allant donner par exemple du double standard, en allant noyer, en allant etc., tout ce que vous allez faire. Donc ça c'est pour le côté du rejet. Vous allez déformer potentiellement un récit, donc ça c'est tout ce que vous allez avoir sur des approches de fausses nouvelles par exemple. Vous allez faire, quand on parle de distraction, c'est un petit peu l'effet du prestidigitateur qui secoue sa main droite et qui, pendant ce temps-là, avec sa main gauche, fait ce que vous ne voyez pas. Donc vous allez mettre un coup de projecteur, par exemple, sur un événement, vrai, faux, peu importe, si vous voulez, histoire d'attirer l'attention, un petit peu pour les connaisseurs comme l'œil de Sauron qui se tourne d'un côté, de l'autre côté, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez, à partir de là, avoir du découragement. Donc, si vous voulez tout simplement dire, attention, si vous prenez cette action, par exemple, les conséquences seront extrêmement importantes.
voilà, au niveau de la dissuasion, qui est un peu une approche de la dissuasion nucléaire, mais vous pouvez faire de manière politique. Et enfin, c'est la division, parce que le plus vous allez être en capacité d'aller diviser le bloc qui s'oppose à vos velléités, quelles qu'elles soient, eh bien, le mieux vous vous porterez, puisque vous allez compliquer la prise de décision et vous risquez d'avoir une force de frappe, prenons l'image en ayant l'approche imagée, qui sera beaucoup moins puissante. Alors, je reprends 2D, Richard Verly. Non, mais c'est passionnant ce que vous venez de nous décrire. Découragement et division, parce que c'est un peu ce à quoi on est en train d'assister, une sorte de lassitude des opinions publiques européennes. Évidemment, c'est pas la même dans tous les pays, elle s'exprime différemment, il n'y a pas d'échéance électorale aussi importante partout, mais c'est quand même ce à quoi on est en train d'assister. Oui, d'abord je crois qu'il faut avoir 2 éléments en tête. Le premier, c'est que la lassitude, elle était attendue et d'une certaine manière, elle est normale. Oui. Quand vous avez une guerre comme la guerre en Ukraine qui dure depuis 1 an et demi, que vous approchez un 2e hiver avec les problèmes de pouvoir d'achat, bref, il était normal qu'à un moment donné, les relations entre l'Ukraine et ses alliés européens se tendent, a fortiori en raison des échéances électorales. Et d'ailleurs, les Ukrainiens eux-mêmes ne sont pas surpris. Ils s'attendaient à ce moment difficile. On est dedans. Reste à savoir comment on va en sortir. Deuxième chose qu'on n'a pas dit, la Slovaquie est frontalière de l'Ukraine. Donc il y a beaucoup de réfugiés. Il y a beaucoup de réfugiés. Donc la solidarité slovaque a quand même été à l'œuvre. Et si l'on dit que les Slovaques en ont marre d'aider l'Ukraine, il faut quand même prendre en compte qu'ils l'ont beaucoup aidé cette dernière année et demie. Alors moi, je ne crois pas du tout à la capacité de Fico, encore une fois, s'il arrive au pouvoir, à diviser l'Europe, puisque Orban lui-même n'a pas réussi. Oui. Orban, il faut savoir qu'il a fini par voter l'ensemble des sanctions européennes. Il ne donne pas d'armes lui-même à l'Ukraine, mais l'Ukraine n'a jamais demandé d'armes à la Hongrie, et je dirais, il y a d'autres endroits et d'autres types de matériel. Ce dont l'Ukraine a besoin aujourd'hui, ce sont des matériels que de toute manière, ni la Slovaquie, ni la Hongrie ne pourraient lui fournir. Ce qui est plus inquiétant chez Robert Fico, à mon avis, ce sont quand même, je le répète, ces ramifications mafieuses, dont d'ailleurs le politologue a parlé. C'est-à-dire la possibilité de le voir restaurer au sein de l'État slovaque un certain nombre d'officines. Et là, ça pourrait poser des problèmes parce que, bien évidemment, si l'État de droit est attaqué en Slovaquie, ça donne à nouveau une fracture au sein de l'Union européenne, pas nécessairement sur la question de soutien à l'Ukraine, mais sur d'autres sujets. Et ça, c'est compliqué à gérer. Mais pour l'instant, je dirais que c'est un peu une opposition de basse intensité qui se prépare en Slovaquie. Et n'oublions pas une dernière chose qui est très importante, c'est que l'Ukraine a des moyens de rétorsion sur la Slovaquie. Parce que l'Ukraine fournit énormément de choses à la Slovaquie, notamment des céréales dont la Slovaquie a besoin. Et donc, il n'est pas tellement sûr qu'elle veuille se fâcher avec l'Ukraine. C'est la grande différence avec la Pologne, qui, elle, a des ressources agricoles suffisantes. Ce n'est pas le cas de la Slovaquie. Oui, on reparlera de la Pologne tout à l'heure, mais je retiens 2 éléments et je démarre sur l'opinion publique, effectivement, Sylvain Kahn. C'était prévisible que Robert Fico puisse sortir en tête de ces élections législatives parce qu'effectivement, il y a la lassitude face à l'accueil de beaucoup de réfugiés ukrainiens. Bon, et puis la situation économique que la plupart des pays d'Europe connaissent. C'est pas vraiment une surprise électorale à laquelle on vient d'assister. Non, alors c'est pas une surprise électorale d'abord parce que depuis 2 mois, les sondages le donnaient légèrement en tête et au coude à coude avec le parti de la présidente. Donc, d'une certaine manière, on voyait venir sa résurrection politique. Bon, et sur, disons, dans une plus longue durée ou une moyenne durée, l'histoire politique de la Slovaquie ces 2 ou 3 dernières années, c'est vraiment caractérisé, d'abord, ça c'est pas tout à fait récent, par un très grand morcellement. Il y a beaucoup de partis à 5-6% de... Il y a beaucoup de partis, effectivement. Et puis, on en était à 4 gouvernements en 2 ou 3 ans. Alors, vous me direz, c'est aussi le cas de l'Espagne. Donc, c'est pas une caractéristique de la Slovaquie. Peut-être qu'on serait tous d'accord ici pour constater que ça caractérise un petit peu la vie politique européenne et les vies politiques européennes depuis une quinzaine d'années, qu'il y a beaucoup plus qu'avant d'incertitudes, les électeurs, disons, changent davantage. Bon, donc de ce point de vue-là, Robert Fico, si j'ose dire, s'est inscrit dans une situation qui était très volatile et il a su en effet capitaliser sur le mécontentement ou les inquiétudes d'un certain nombre de ses compatriotes, mais on peut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire, ayant décrit ainsi la situation, lui et son parti ne font que 23%. C'est pas 30, ni 35, ni 40%. C'est-à-dire, il n'est pas du tout dans la même situation électorale de popularité que le PiS en Pologne, donc, le parti qui
qui est à peu près sur le même type d'idéologie que lui, mais qui se classe à droite. Là, il va y avoir des élections en Pologne dans 15 jours. Oui. Le pitch est entre 35 et 40... Droit et justice. Droit et justice, voilà. Donc, le parti du gouvernement sortant, qui est là depuis 2015, qui est à la fois très nationaliste, très souverainiste, très populiste. Oui. En Hongrie, on a quand même Orban, qui en est à 4 victoires électorales de rang, avec le Fidesz, avec des scores qui sont entre 45 et 49,5%. Mais est-ce que, pardon, je vous interromps, parce que je reprends le deuxième argument de Richard Verly, il y a quand même, Orban était un peu isolé, là il l'est moins. Donc est-ce que ça ne va pas finir par peser sur les... Vous avez raison, mais je rejoins assez Richard quand il dit que Orban, si j'ose dire, à lui tout seul, n'a pas réussi à infléchir la politique européenne vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis de la Russie. Et moi, je serais assez surpris, on peut se tromper, mais je serais assez surpris que même s'ils sont deux, c'est-à-dire Orban et Fico, dans l'hypothèse, encore une fois, où il prend le pouvoir... Ça change fondamentalement les choses. C'est-à-dire, ils peuvent mettre un veto, mais... le reste de l'Union européenne, comme les États-Unis, parce que c'est quand même 2 pays qui sont dans l'OTAN, comme Richard le rappelait, l'Ukraine en tous les cas vis-à-vis de la Slovaquie, et même une partie de la société civile, parce qu'il n'a que 23% des voix, même s'il arrive à composer un gouvernement, ça veut dire que comme partout en Europe, il y a entre... Les sondages Eurobaromètre sont assez clairs là-dessus, il y a entre 50 et 80% de la population, et en Slovaquie, c'est autour de 55-60% de gens qui pensent qu'il faut continuer. Et Fico lui-même, pendant la campagne... A aidé l'Ukraine, on est bien d'accord. A aidé l'Ukraine. Et Fico lui-même a été prudent pendant la campagne. Il a dit, bien entendu, loin de moi l'idée de vouloir interrompre l'accueil des réfugiés ukrainiens. Alors tiens, d'ailleurs, c'est marrant, je vais vous redonner la parole tout de suite à l'une et à l'autre, mais on va écouter Robert Fico, parce que juste après les résultats législatifs, on voit qu'il est prudent, il ne redit pas ce qu'il avait dit dans sa campagne sur les livraisons d'armes à l'Ukraine. Écoute-le. Nous pensons que l'Ukraine est une immense tragédie pour tous. Et si mon parti forme le cabinet, qu'il est ou non le Premier ministre, nous ferons de notre mieux, même au sein de l'Union européenne, pour que des pourparlers de paix soient engagés dès que possible. Nous ne changeons pas d'avis. Nous sommes prêts à fournir une aide humanitaire et à contribuer à la reconstruction du pays. Mais vous connaissez notre opinion sur l'armement de l'Ukraine. Ils sont contents de rappeler, et vous connaissez notre opinion sur l'armement. Il ne le redit pas, évidemment, au soir des résultats de cette élection législative. Christine Gouin-Clément, je voudrais qu'on parle de l'OTAN. Parce qu'effectivement, la Slovaquie fait partie de l'OTAN. Est-ce qu'elle a la possibilité de mettre un veto à une entrée éventuelle, même si tout ça est très hypothétique, de l'Ukraine dans l'OTAN? En quoi ce partenaire turbulent peut compliquer le travail de l'OTAN, d'après vous? Alors là encore, et je partage l'avis qui a été donné, oui, il a un pourcentage important. Pour autant, est-ce qu'il sera en capacité de mener la politique qui lui plaît, à lui et à lui seul. On n'en est pas là, et c'est valable pour tous les niveaux. Est-ce que par contre, on peut avoir des pertes de temps, des signaux qui seront recapitalisés d'un point de vue informationnel par l'extérieur, voire en interne de la Russie, et ça pourrait être assez important, c'est-à-dire au niveau domestique, en disant, voyez bien que l'Union européenne est divisée, etc. Donc ça pourrait être repris au niveau domestique. Par Poutine et par son... Par le Kremlin, oui, tout à fait. On fait feu un petit peu de tout bois pour montrer justement cette division, etc. Néanmoins, on voit la prudence qu'il applique, ce qui lui permet aussi de pouvoir rester dans une espèce de tentative de négociation qu'il aurait avec... notamment les membres avec lesquels il devra faire alliance de toute manière, selon la position qu'il aura. Là encore, on a beaucoup de si, on est quand même beaucoup dans l'hypothétique, les négociations qu'il pourrait avoir avec les contreparties. Et encore une fois, tout frontalier qu'il soit, l'OTAN est quand même une machine qui a de nombreux avantages, et en sortir de manière brutale pourrait créer... pour le moins des dissensions au niveau national. Encore une fois, on est sur un pays qui est frontalier. Il y a une véritable crainte de plusieurs populations frontalières de la Russie à l'heure actuelle de ce qui pourrait arriver. Et l'idée d'avoir une protection otanienne est loin d'être neutre. Donc encore une fois, 23% qui se sont exprimés, ceux qui ne se sont pas exprimés ou qui peuvent, dans des cas de tension, avoir une position plus modérée sur certains points. Oui, Fico ne veut pas du tout sortir de l'OTAN. À aucun moment, il a dit qu'il voulait sortir de l'OTAN. C'est même au-delà d'une question d'intérêt. C'est fondamentalement, il fait partie de ces dirigeants européens, et ça inclut Orban et ça inclut les dirigeants
polonais pour lequel, finalement, l'Europe devrait être sous protection américaine. Point. Ça ne lui pose aucun problème. S'il a un problème, c'est plutôt avec l'autonomie stratégique version Emmanuel Macron. Ça ne l'intéresse pas du tout. Par contre, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, le veto, Orban l'a fait. Orban a mis son veto à l'entrée de la Suède dans l'OTAN, et donc il a allié sa voix à celle d'Erdogan. Erdogan, on sait pourquoi, c'est les relations avec les activistes kurdes qu'il y a à Stockholm, mais Orban, c'était clairement pour, en gros, se montrer au sein de l'OTAN comme un dissident possible. Donc, Fico pourrait jouer ce jeu-là. S'il vient au gouvernement, il a quand même une grande difficulté, c'est que son pays ne compte que 5 millions d'habitants et qu'il est complètement en symbiose avec son ancien pays frère qui est la République tchèque, puisque la Slovaquie est le résultat d'un divorce de la Tchécoslovaquie et les flux de frontaliers entre les deux pays sont énormes, surtout d'ailleurs dans le sens des Slovaques vers la République tchèque. Et donc ça, c'est pas du tout la même équation que l'équation, disons, neutraliste hongroise. Il y a un nationalisme hongrois traditionnellement porté vers la Russie. Le nationalisme slovaque, il a longtemps été contre la République tchèque et aujourd'hui, vous avez beaucoup de Slovaques qui regrettent ou qui ne vivent pas cette indépendance slovaque nécessairement de manière, je dirais, toujours heureuse. Donc c'est compliqué pour lui, ce ne sera pas simple. Ce qui est inquiétant, encore une fois, moi, c'est ça qui me préoccupe, c'est au sein de l'Union européenne, parce que Ursula von der Leyen, la présidence de la Commission, elle veut être reconduite, en tout cas, il semble qu'elle fasse déjà campagne. On va avoir des élections européennes dominées par les souverainistes, et là, le discours d'un Fico, le discours des Polonais, le discours de Orban peut avoir un écho bien au-delà de leurs frontières, et donc, s'ils sont très représentés au Parlement, une conséquence sur la composition de la future Commission européenne. Oui, effectivement. Tiens, Guillaume Daré, on peut parler un peu des politiques français qui s'étaient affichés pro-russes et qui alors sont très profil bas aujourd'hui. On peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas ou aucun responsable politique français qui affiche effectivement une forme évidemment de soutien ni de proximité avec Vladimir Poutine. Et ils sont très prudents pendant cette campagne européenne. Absolument, c'est vrai qu'ils sont extrêmement prudents là-dessus. Évidemment, en premier lieu pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, il n'est pas question de remettre une pièce sur un sujet sur lequel ils ont été particulièrement tensés ces derniers mois et de revoir revenir finalement des polémiques qu'ils ont cherché à battre en brèche depuis le début de cette guerre en Ukraine. Regardez d'ailleurs la semaine dernière, le Rassemblement national s'est empressé de faire savoir qu'ils avaient, ça y est, remboursé entièrement leur prêt à une banque russe, un prêt d'un peu plus de 6 millions d'euros, évidemment. L'objectif, c'est d'enlever une épine du pied, notamment de Jordan Bardella, pour sa campagne lors des élections européennes. Le RN, qui avait été aussi accusé récemment dans un rapport parlementaire qu'ils avaient pourtant demandé au début, dans lequel ils se sont fait, politiquement en tout cas, un petit peu piégés par leurs opposants. Le RN qui a été accusé d'avoir été, je cite, une courroie de transmission de Moscou, notamment au moment de l'annexion de la Crimée en 2014. Un rapport qui avait été évidemment dénoncé immédiatement par Marine Le Pen, qu'elle a jugé malhonnête, je cite, et politisé. Finalement, les deux qui apparaissent le plus modérés dans le soutien à l'Ukraine, le mieux qu'on puisse dire, c'est des responsables politiques, c'est pas leur faire injure de second rang, comme par exemple Nicolas Dupont-Aignan ou Florian Philippot. Le responsable ou l'ex-responsable politique de premier plan, qui a peut-être le plus étonné par sa prise de position ces dernières semaines, vous savez qui c'est ? C'est Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy, ses propos, on en parlait il y a un instant, ont d'ailleurs été repris à Moscou, notamment par Dmitry Medvedev, l'ancien président et Premier ministre russe, qui était empressé de reprendre ce qu'avait dit l'ancien chef d'État français, puisqu'il a estimé, Nicolas Sarkozy, qu'on pouvait tout à fait discuter avec Vladimir Poutine, qu'il avait appelé à une sorte de référendum finalement sur la partie de la Crimée, mais pour entériner finalement l'état de fait actuel et l'appartenance et donc l'annexion à la Russie, et le fait que, d'après lui, eh bien, l'Ukraine doit absolument rester neutre et donc qu'il n'est pas question, effectivement, de l'intégrer, notamment à l'OTAN dans les années à venir. Christine, est-ce que c'est ça ce qui est en train de se jouer, finalement ? Effectivement, les déclarations de Nicolas Sarkozy qui ont pu choquer, mais c'est la porte des négociations qui s'ouvre de plus en plus grand en tout cas dans l'esprit d'une partie des opinions publiques qui sont effectivement lassées de la crise économique. Comme on l'a dit, il y a eu un pari qui a été fait sur le temps long et sur la difficulté à maintenir non seulement l'effort mais le soutien sur le temps long. Ça a été le pari qui a été fait depuis le début par la Russie, en comptant sur l'impact économique, la crise, la fatigue, la lassitude et puis simplement le fait qu'on s'habitue à avoir aux informations des bombardements, etc. et que ça devient quelque part un quotidien, une nouvelle comme une autre avec laquelle on prend un petit peu de distance.
résistance. Mais il y a aussi tout le discours, pardon de vous interrompre, qu'il y a eu sur la contre-offensive aussi. Alors peut-être que nous, journalistes, les médias, on peut porter une part de responsabilité, je ne sais pas, mais cette espèce de contre-offensive qui devait... moi j'ai souvent entendu sur le plateau, c'est un fusil à un coup, il faut que ça marche, il faut que ça aille vite, etc. Puis là finalement on se rend compte que ça dure, que c'est très difficile de gagner du terrain et donc ça alimente cette lassitude. Oui, mais pourtant c'était quelque chose d'extrêmement prévisible. On a passé un hiver complet avec une Russie qui a sédimenté ses positions, qui les a renforcées. Donc on a parlé... très longtemps des modes de renforcement des différentes lignes. Qui a quand même appris, qui s'est quand même structuré. Et vous avez une Ukraine qui s'est trouvée dans une position inversée par rapport à d'autres endroits, c'est-à-dire à devoir reprendre des territoires qui ont eu le temps d'être renforcés. Et évidemment, c'est extrêmement complexe, plus le besoin que vous avez en matériel. Donc, tout cela était relativement prévisible, même si on a toujours envie de croire à une percée extrêmement rapide et à une avancée en gain de territoire. Oui. Il était prévisible que ça serait une contre-offensive longue, coûteuse, et qui s'inscrirait dans le temps long. Et ça a été d'ailleurs dit à plusieurs reprises en disant voilà, il va falloir être en capacité de maintenir l'effort. Donc évidemment sans avoir des paris de temps en disant voilà, vous serez plus à 6 mois, vous serez plus à 1 an, puisque en règle générale ce genre de prédiction est quand même plus qu'aléatoire, mais qu'il y aurait une résistance et qu'on aurait une complexité. C'était pas forcément une surprise au niveau du militaire. Les opinions publiques européennes, c'est particulièrement vrai en France où en coulisses le gouvernement est positivement étonné du soutien de l'opinion publique française quand même aux mesures et aux condamnations et aux mesures de rétorsion contre la Russie, parce que évidemment, au moment du déclenchement et des premières sanctions, on était en pleine campagne présidentielle, donc ces éléments-là étaient particulièrement regardés par l'équipe, évidemment, du président et du candidat Macron, et ils ont continué de le faire depuis ces 18 mois, et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont quand même... Ils pensaient beaucoup plus tôt que finalement, il y aurait une chute dans l'opinion du soutien à l'Ukraine, parce que l'inflation, parce que le problème des matières premières et du coût de l'énergie, et ils trouvent globalement que finalement, jusqu'alors, ils ont réussi à tenir les deux bouts vis-à-vis de l'opinion, et que ça se passe moins mal que ce qu'ils redoutaient. Que ce qui était craint. Et c'est en cela où le pari russe ne remporte pas le succès escompté. Alors vous avez toujours beau jeu de dire oui, mais c'est parce qu'il faut attendre encore un petit peu, et in fine, nous y arriverons. Donc vous avez toujours beau jeu de le faire. Mais néanmoins, ça a été un pari qui a été fait. Et vous avez, si vous voulez, au-delà d'une recherche de soutien frontal, notamment dans les pays de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'on a eu ce front qui a été extrêmement solide et qui se maintient, même si on a des dissensions avec quelque part des candidats attendus. La Hongrie, c'était pas une surprise, sa position par rapport à l'Ukraine. Elle a une position au sein de l'Europe qui est compliquée, pour dire le moins, depuis plusieurs années. Donc là-dessus, pas réellement de surprise. Par contre, ce qui va être, ce que l'on va voir, c'est différents narratifs qui sont moins directement reliés au Kremlin et au soutien du Kremlin. Vous le disiez, il y a beaucoup moins de partis qui pourtant affichaient une certaine sympathie. Maintenant, on a un mouvement de rétropédalage et de retrait du percuteur qui est assez important. Un débat sur les livraisons d'armes, ce qui va être intéressant, c'est quand on dit oui, nous ne sommes pas... voilà, mais quelles seraient les modalités de négociation de paix. Et c'est là où on va voir ce qui sera poussé ou ce qui ne sera pas poussé, et dans quelle mesure et sur quels arguments on va les appuyer. Quelque part, ce débat n'aura pas lieu tant que les soldats ukrainiens n'auront pas suffisamment avancé dans les territoires à reconquérir, parce que pour l'instant, ce débat ne se pose pas. Oui, alors c'est une question qui se pose aussi aux États-Unis. 2 déclarations aujourd'hui. D'abord celle du Kremlin qui, justement, parie, qui dit la lassitude des opinions publiques pourrait grandir dans les prochains mois. Et la porte-parole de la Maison-Blanche a répondu en disant que Vladimir Poutine se trompe s'il pense qu'il va tenir plus longtemps que nous. On se tourne vers la question américaine avec Steve Jourdain qui va nous rejoindre tout de suite. Cette question, les États-Unis vont-ils lâcher l'Ukraine ? Rebonsoir Steve. Le sujet enflamme le Congrès actuellement. Oui, on n'est pas passé loin d'un shutdown ce week-end. Vous savez, c'est cette fermeture de l'administration fédérale à cause d'un différend, d'un désaccord au Parlement sur la question du budget. Chaque année, les élus discutent des fonds qui sont attribués aux services fédéraux, et s'ils ne s'entendent pas avant une date limite, le gouvernement américain est à court d'argent et les services fédéraux doivent tout simplement fermer. 3 heures avant la date limite ce samedi, le blocage a finalement été évité. Joe Biden, dans un tweet qu'on va voir, s'est félicité du compromis qui a été trouvé. Il donne 45 jours supplémentaires pour élaborer un budget de long terme. Un accord a été trouvé, mais à quel prix ? Peut-être au prix de l'Ukraine, l'avenir nous le dira. En tout cas, formellement, au moment où l'on se parle, les États-Unis n'aident plus Kiev dans sa guerre contre Moscou. La loi adoptée
comité samedi exclut en effet une nouvelle enveloppe d'aide de près de 23 milliards d'euros qui était pourtant souhaitée par les élus démocrates. Si cette aide est passée à la trappe, Thomas, c'est qu'une minorité pro-Donald Trump dit stop. Elle ne veut plus que les impôts des Américains aillent en soutien à la guerre en Ukraine. Le speaker républicain de la Chambre des représentants n'est lui pas de cet avis, mais il doit bien composer avec la minorité trumpiste. Il y a quelques jours, il a tenté de faire une synthèse de la position des républicains. Écoutez-le. Je comprends nos responsabilités, mais je vais faire passer l'Amérique en premier. Si, à un moment donné, nous devons rediscuter de l'aide à l'Ukraine, nous le ferons. Mais je pense que l'administration doit donner sa propre définition de la victoire et je lui demande de venir en parler avec nos élus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'aide américaine à l'Ukraine? Non. D'ailleurs, Joe Biden a immédiatement tenu à rassurer les Ukrainiens. Écoutez, c'était samedi, juste après l'annonce du compromis obtenu sur le budget. Nous n'abandonnerons pas l'Ukraine. La grande majorité des deux partis, les démocrates et les républicains du Sénat et de la Chambre, soutient l'aide apportée à l'Ukraine dans le cadre de l'agression brutale dont elle a été victime de la part de la Russie. Voilà, une nouvelle enveloppe pourrait très bientôt être débloquée, peut-être dans les prochaines semaines. Un seul chiffre, Thomas, pour terminer. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Américains ont approuvé plus de 100 milliards d'euros pour soutenir les Ukrainiens dans leur conflit contre les Russes. Merci beaucoup, Steve Jourdain. Richard Verly, je me tourne vers vous. Même si cette enveloppe de 22,7 milliards de dollars est finalement votée, allouée, ça pourrait être la dernière. Est-ce que vous iriez juste là ? Non. Parce que campagne électorale qui bat son plein, etc., etc. Non, et aujourd'hui, le débat pour les Ukrainiens, il n'est pas tellement sur cette enveloppe. Il est sur une catégorie d'armes bien précises qui sont les missiles à longue portée. Ouais. Et là, c'est intéressant de voir que Biden en a parlé, les a quasiment promis et finalement n'a pas confirmé. Autrement dit, la Maison-Blanche est réticente à offrir, à donner à l'Ukraine les seuls moyens qui lui permettraient, on l'a vu avec les frappes en Crimée de ces derniers temps, qui lui permettraient d'obliger les Russes à redistribuer leurs troupes le long du front, les redistribuer pour protéger par exemple la Crimée, et donc à pouvoir accroître leur percée. Et ça, c'est très significatif. C'est-à-dire que si Biden ne livre pas ce type de missile, il y a aussi la même dilemme en Allemagne avec les missiles Taurus. La France, pour sa part, a livré des missiles Scalp. Tout ça, c'est la même gamme de missiles longue portée. C'est de ça, aujourd'hui, quand vous parlez aux Ukrainiens, ils vous disent, pour l'instant, notre priorité, c'est ça dans les semaines qui viennent. Donc là, quand même, il y a un feu orange à la Maison-Blanche, mais qui est peut-être moins budgétaire que directement militaire. Oui, Christine Dumoulin-Clément parlait tout à l'heure des calendriers politiques des différents États. Là, on est sur la question américaine, mais on a évoqué, Sylvain Kahn, les élections européennes. C'est pour le mois de juin. Voilà, je ne veux pas à chaque fois être celui qui dit ça, qui plaide le pire, mais dans un contexte comme celui-là, est-ce que ça peut inciter certains des pays qui soutiennent le plus l'Ukraine à mettre le pied sur le frein ? Moi, je ne pense pas, mais c'est l'avenir qui le dira. C'est-à-dire, la situation des États-Unis d'Amérique n'est pas exactement la même que celle des Européens vis-à-vis de ce conflit. Parce que vous en parliez tout à l'heure à propos de la surprise qu'il y a dans les cercles de pouvoir français que le soutien à l'Ukraine dans la société française soit toujours fort. Et encore une fois, il est fort il est toujours fort ou très fort dans 22 pays sur 27. Hein, voilà. Parce que, la manière dont on peut expliquer cela, c'est que entre la Russie et l'Europe, il y a d'une part une menace, on va dire, géographique et territoriale, ce qui n'est pas le cas pour les Américains. Et d'autre part, il y a vraiment deux modèles de société qui s'opposent. Hein, c'est-à-dire que c'est pas juste une histoire de tiens, est-ce qu'on pense que c'est légitime pour les Russes de reconquérir, entre guillemets, ou de considérer que tel morceau de territoire qui aujourd'hui est en Ukraine devrait appartenir à la Russie. Oui, non, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les libertés fondamentales, les droits, ce qui fait une démocratie. Quand bien même, c'est-à-dire que moi, à chaque fois que je suis, amené avec mes étudiants à parler de « Ah, mais alors la Crimée, elle est russe ou elle est ukrainienne ?» Je dis « Mais moi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire russe, je ne suis pas spécialiste de l'histoire ukrainienne. » Et le problème, dans ce qui nous concerne en ce moment, n'est pas celui-là. Le problème, c'est que la Russie, pour régler
un conflit territorial ou pour faire état d'une revendication, n'a pas été déposé un dossier devant le tribunal pénal, devant la Cour de justice internationale de l'ONU, qui tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, je veux dire, rend des arbitrages dans tout un tas de conflits. C'est-à-dire qu'on a un État, et manifestement un régime politique, qui ne croit pas dans le droit, donc non seulement dans l'état de droit pour gouverner sa propre société, mais qui ne croit pas dans le fait que pour régler des différends ou des problèmes, le mieux, c'est de s'asseoir autour d'une table et d'essayer de trouver une solution par la négociation, par le compromis, par le droit. C'est pour ça que tous les populistes comme Fico qui disent « Mais moi, je suis pour la paix, je ne demande qu'à ce qu'on s'assoie tous ensemble autour d'une table », soit il est très très naïf, soit il enfume les gens. Parce qu'on sait très bien que ce qui caractérise les régimes politiques du type Poutine, c'est que justement, il ne voit pas pourquoi on réglerait les problèmes par la négociation, le dialogue et le droit. On ne les règle que par la force, et c'est pas un problème de faire la guerre. De l'autre côté, les Européens, ils sont prêts à se défendre, on le voit bien, s'ils étaient attaqués. Mais ça fait juste 80 ans qu'il n'y a pas de conflit militaire ou belliqueux entre membres de l'UE. Quand un pays rentre dans l'UE, il sait qu'il rentre dans une association politique où la guerre comme mode de résolution et comme politique publique est bannie. C'est ça l'énorme différence. Et ça, les gens le sentent très bien. Christine Clément, on arrive quasiment au terme de ce débat. Je voudrais qu'on reste sur la question américaine, parce que est-ce que c'est rare que la politique internationale soit un enjeu majeur des élections américaines. Mais là, quand même, ça l'est déjà. On le voit aujourd'hui avec les débats autour du shutdown qui a été évité de justesse. Ça l'est déjà dans la campagne présidentielle qui s'amorce. Ça le sera encore plus, d'après vous, dans les prochains mois ? De toute façon, on l'aura à minima en toile de fond. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on a la transposition sur des problématiques nationales de la situation à l'international. Quand vous avez des questions qui se posent, c'est quels sont les arbitrages qu'on va devoir faire, comment est-ce que la population doit l'avoir. Voilà, vous avez cette transposition-là. Cela dit, encore une fois, jusque-là, le pari qui a été fait par l'usure et par la division n'a pas tenu au niveau de l'Union européenne. Alors, par contre, que l'on puisse avoir... Oui, mais au niveau américain. Au niveau américain... Avec un Donald Trump qui va être, selon toute vraisemblance, le candidat républicain. L'avenir le dira, mais là encore, ça ne dépend pas que même d'une seule faction ou d'un seul homme. On est sur des équilibres qui sont plus complexes que ça, qui se lisent à plusieurs niveaux, donc... On verra ce qu'il en sera à ce moment-là. Un dernier mot, votre avis là-dessus, Richard. L'élément, au-delà du fait que Donald Trump, on connaît ses liens, ou en tout cas une certaine empathie qu'il pourrait avoir pour Vladimir Poutine, le problème, c'est que est-ce que Joe Biden, à son âge, peut être un chef de guerre ? Posez-vous la question. Si vous étiez américain, il y a une guerre en Ukraine et Joe Biden doit être le chef de guerre. Et c'est là-dessus que Trump va taper. Il ne va pas taper sur l'Ukraine et sur Zelensky. Il va taper sur Joe Biden comme étant en capacité d'être chef de guerre. Et ça, malheureusement, il faut constater que ça peut marcher. Merci beaucoup, merci à tous. Je rappelle le titre de votre livre, Sylvain Kahn, l'histoire de la construction de l'Europe depuis 1945, livre publié aux presses universitaires de France. Et Richard Verly, on vous lit évidemment dans le média suisse Blick. À très bientôt, Guillaume, à bientôt sur ce plateau. Notez que demain, l'invité de la matinale de Public Sénat, ce sera Franck Papazian, coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Belle soirée à toutes et à tous.